Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux, mais pas trop, l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode 91. Toutes les bonnes choses ont une fin. La mort de Childebert le Brouillon, fin 558, était prévisible, après sa longue agonie à Paris. Surtout quand on se rappelle qu'il vivait à une époque où la médecine se réduisait à boire de la tisane et faire 3 incantations. Le bilan de ce roi ne restera pas dans les annales. Et ce n'est pas étonnant que si peu de personnes le connaissent. Pas de fils pour lui succéder, peu de triomphes militaires, une succession de complots ratés contre ses frères. Honnêtement, le règne de Childebert, ce n'est pas la success story du VIe siècle. Mais à mettre à son crédit, le cadet de Sainte-Croix-de-Shield a quand même fermement ancré la royauté mérovingienne dans le camp du christianisme nicéen, ce qui, sans aucun doute, est une construction plus durable pour la dynastie que pas mal des conquêtes militaires et autres coups d'éclat diplomatiques de ses frères. Et surtout, sa mort en décembre 558 laisse un gros vide dans l'organigramme du regnum. Et il va falloir trouver le moyen de colmater la brèche rapidement. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en janvier 559, les grands du royaume de Paris se sont retrouvés quelque part sur les bords de Seine pour une réunion au sommet? Une table ronde officielle avec tout le gratin de la part du royaume de l'Ouest, réunissant tout ce qui pesait un peu à la cour de Childebert le Brouillon. Que ce soit dans la nouvelle cathédrale de l'île de la Cité, dans l'église Sainte-Croix et Saint-Vincent rive gauche, ou dans le vieux palais de Julien l'Apostat, sous le palais de justice moderne du 1er arrondissement. Qui sait? En tout cas, d'une manière ou d'une autre, il est à peu près certain que les grands du royaume de Paris, qu'ils soient évêques, aristocrates gallo-romains, officiers royaux ou chefs parmi les leudes, les dignitaires de la part du royaume de Childebert, tous ces hommes ont dû réussir à se mettre d'accord et à trouver un terrain d'entente afin d'éviter la pagaille dont personne ne voulait, c'est-à-dire trouver un successeur en réalité. Car il a fallu décider rapidement qui devait hériter de Childebert le Brouillon, père de 2 filles seulement, ce qui, dans le monde mérovingien, équivalait à rien de bien utile. Eh oui, désolé, on vous raconte juste comme c'était. C'est pas nous qui faisons les règles. Pour les hommes de l'Ouest, le choix s'est donc sans doute vite réduit à laisser la place à un des 2 seuls prétendants crédibles et à accompagner sa prise de pouvoir, c'est-à-dire Clotacar le Futé, bien sûr, ou son fils aîné, le prince Crame, respectivement frère et neveu du défunt. Un choix forcément limité à ces 2 noms, puisque la règle était déjà bien ancrée dans les têtes de tout le monde que seul un descendant de Mérové pouvait prendre le trône. Et sans surprise, début 559, les grands du royaume se sont rangés derrière Clotacar de Soissons. Avec un royaume puissant à leur porte, piloté sans faiblesse par le Futé depuis 25 ans, avec 4 fils en pleine santé et capables d'assurer la suite en cas de besoin, avec une armée redoutable et bien entraînée, avec une population ayant déjà bien amalgamé francs et gallo-romains, contrairement aux anciennes terres visigothiques, on voit mal pourquoi ces hommes auraient fait le choix de Crame, déjà en train de se débattre pour faire marcher droit son royaume du Sud encore tout frais. La sécurité, la stabilité, la raison, tout plaidait pour Clotacar en réalité. C'est le problème avec les riches et les puissants. Ils font rarement partie de ceux qui sont prêts à faire banco et tout miser sur le chaos, puisqu'ils ont beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Et quand on y réfléchit bien, leur ralliement à Clotacar le Futé était inévitable. Quelle qu'ait été leur opinion sur les mérites comparés du père par rapport à ceux du fils? Les grands du royaume de Paris ont dû se demander: c'est quoi le moyen le moins risqué pour ne pas perdre nos richesses ou finir comme des gueux?
Et pour paraphraser un YouTuber spécialisé en richesse à la célébrité éphémère, la question, elle a dû être vite répondue. Un dénouement logique, donc. Clotacar va agir efficacement, comme à son habitude, à l'annonce de la mort de son frère. Et il arrive donc probablement à Paris début 559, en s'emparant, pour citer l'évêque et sa formule rituelle, du royaume et des trésors de Childebert le Brouillon. Et d'un coup, le pays tombe sous son contrôle. Et même si rien n'est dit, on peut soupçonner une négociation discrète menée par avance pour sécuriser le ralliement des puissants durant l'agonie de son frère à Paris. Exactement comme 3 ans plus tôt avec Théodebald de l'Infirme. Sauf que cette fois, le roi de Soissons va la jouer plus finement. Et donc ne pas s'embarrasser avec de nouveaux problèmes maritaux. S'entraîner, il expédie la veuve et ses nièces directement en exil, dans un monastère, pour qu'elles aillent y couler des jours heureux auprès de Dieu. Enfin, ça, c'est pour la belle histoire. Leur exil, c'est surtout le moyen qu'aucune d'entre elles ne puisse venir réclamer quoi que ce soit de l'héritage ou épouser un prétendant dangereux et capable de contester la succession. Ce qu'en pensaient vraiment ces femmes dans le fond, personne n'en sait rien. Par contre, la tournure des événements est moins satisfaisante pour Cram. Avec son seul allié disparu, avec son adversaire absorbant un territoire énorme pour disposer maintenant de forces très supérieures aux siennes, le prince réalise que tout vient de changer pour lui en 559. Son aventure contre son père est sans issue, et il le sait. Si Clotacar et ses demi-frères ne l'ont pas encore abattu, c'est probablement du fait de la guerre à l'Est contre les Saxons qui continuent de traîner en longueur. Mais avec un tel apport de puissance et de richesse entre ses mains, Cram sait que tout cela n'est qu'une question de temps. Année 559, le prince de l'Ouest revient à la raison. Il quitte donc son repère, il abandonne son armée et revient se présenter devant le roi de Soissons, de Trèves et de Paris, et tout honte bu, il supplie son père de lui pardonner et il accepte de se soumettre. Je sais pas toi, Xavier, mais j'aurais adoré avoir un compte-rendu de la rencontre. Mais comme par hasard, Greg le Miteux est muet sur le sujet. Kutchi, nada, Walou. Aucun détail sur leur rencontre ne transparaît dans les chroniques. Ni le lieu, ni la date précise. Les boules, quoi. Parce qu'on aurait bien aimé voir le petit sourire triomphant de Clotacar devant l'humiliation de son fils. Et la tête des demi-frères, sans doute pas trop ravis de voir leur aîné tenter son comeback à la cour au lieu de se retrouver 6 pieds sous terre. Dans le fond, au-delà du petit triomphe personnel qu'il a dû ressentir, on peut se demander si Clotacar s'est vraiment réjoui de revoir Cram, repentant et contrit. Et surtout, est-ce qu'il l'a vraiment cru? Honnêtement, ce n'est pas le plus probable, d'autant que la confiance dans son fils a cette fois clairement disparu pour Clotacar, qui doit regarder d'un sale œil ce jeune homme qui lui a pourri ces 3 dernières années, alors qu'il lui avait accordé sa confiance. Non, le plus probable, c'est qu'il lui a pardonné en grinçant des dents, contraint et forcé, acceptant le retour du fils prodigue sous la pression des aristocrates et des évêques pour satisfaire aux conventions sociales et religieuses de l'époque. Politiquement, il fallait que le père pardonne à son fils, alors il a pardonné. Est-ce qu'il a cru à sa sincérité, lui, le roi de la trahison, expert en coups fourrés? On peut quand même en douter. Mais Cram, lui aussi, a joué le jeu, convaincu qu'il fallait en passer par là pour calmer les choses. Il a prononcé les belles paroles publiques attendues, il a promis tout ce qu'on voulait sur les reliques qu'on lui a présentées, il a fait serment sur serment et juré qu'il se repentait de sa rébellion et ne voulait plus être que le fidèle serviteur de son père. Bien sûr, une belle comédie à n'en pas douter, parce qu'il n'avait pas d'autre choix pour sauver sa tête, donc allons-y pour le numéro d'acteur. Quels qu'aient été ses sentiments envers son père ou ses demi-frères d'ailleurs, tous ligués contre lui, et ça depuis le début. Sauf que cette fois, Clotacar est méfiant, bien sûr, et il ne veut plus se faire avoir à nouveau. Aucune mention de gouvernement régional, aucun titre ou responsabilité confiée au prince. Non, Clotacar garde son fils avec lui, tout proche, à la cour. Face à ce père vieillissant, le dernier rejeton encore en vie du roi Clovis et approchant des 60 ans, un homme dur, impitoyable et qui n'est pas réputé pour faire dans les sentiments, Cram a dû vite réaliser le problème. À savoir qu'en se soumettant, il n'avait pas vraiment sauvé sa vie. Il n'avait fait que retarder sa sentence en réalité. Sans territoire sous son contrôle, sans plus aucun de ses anciens alliés et fidèles
Probablement mis à l'écart ou exécuté après sa rébellion, sans fortune, Cram réalise au bout de quelques mois qu'au jour de l'héritage, il allait se retrouver tout seul et à la merci de ses 4 demi-frères, et qu'il n'avait franchement aucun cadeau à attendre de leur part, bien au contraire. Grégoire, comme Marius d'Avanches, sont formels. Il ne se passe pas une année avant que Cram ne se remette à comploter, à chercher de nouveaux alliés, à évaluer ses chances de monter d'un coup, tout ça sous le nez de son père. Sauf que cette fois, Clotacar a les yeux grands ouverts sur son fils et découvre rapidement qu'il lui est totalement déloyal, malgré son pardon l'année précédente en 559. Une nouvelle trahison qui doit forcément signifier la peine capitale pour le fils aîné. Est-ce que c'est l'énormité de la décision qui explique la petite hésitation fatale de Clotacar? On ne sait pas. Mais avant que le couperet ne tombe, Cram prend son père de vitesse. Il se décide à tenter le tout pour le tout, prend sa femme, ses enfants et quelques compagnons et s'enfuit à nouveau sans se retourner. Et cette fois, pas vers le sud. Non, cette fois, c'est plein ouest. Cram part pour la seule terre à proximité où il pense trouver un allié à même de l'aider. Cram part pour l'Armorique, le pays des Bretons aux portes du Regnum Francorum. Et on peut dire que pour Cram, cette fois, ça passe ou ça crame. Trahir son père une fois, c'était déjà gros. Mais trahir son père une deuxième fois, là c'est vraiment couillon. Il n'était visiblement pas au courant qu'on pouvait tromper 1000 personnes une fois, mais qu'on ne la faisait pas 2 fois son vieux briscard de daron. Par contre, c'est quoi cette histoire d'Armorique? On n'en avait jamais parlé, ou presque, en 100 épisodes de ce podcast. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi le rapport avec Cram? Alors l'histoire de la Bretagne nécessiterait son propre balado, car s'il y a bien une région en France avec une histoire mystérieuse et compliquée au premier millénaire, c'est bien celle-là. Ce qu'on peut dire, c'est que suite à la conquête de César, l'Armorique, dont c'est le nom celte, a bien été colonisé par les Romains, comme le reste du territoire, et quoi qu'on en dise dans Astérix. Mais la région, loin des camps militaires de la frontière et des routes commerciales, a sans doute dû garder une spécificité celtique assez particulière quand même, tout au long de la Pax Romana, avec sans doute moins de légionnaires comme moins de migrants durant les premiers siècles. Une petite spécificité donc par rapport au reste de la Gaule, qui a dû être renforcée avec l'arrivée des Bretons à partir du IVe siècle, qui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ne sont pas les autochtones d'Armorique. Et non, et c'est le piège. Les Bretons, à l'origine, ce sont les habitants de la Bretagne, de l'île de Bretagne. Les grands Bretons modernes, à la base, c'est surtout des descendants des Saxons, et donc des Germains. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ah oui, alors disons des Saxons et des autochtones restés sur place, bien sûr, car exactement comme en Gaule, un mélange de population s'est produit. Mais les causes profondes de ces grandes migrations de Bretons vers l'Armorique restent discutées. Avec l'effondrement du pouvoir romain traditionnel dans l'île, qui deviendra un jour donc la Grande-Bretagne, on a quand même assisté à un transfert important de population qui s'installe massivement entre le 5e et le 7e siècle en Armorique. Une région qui prend donc, avec leur arrivée, le nom moderne de Bretagne, que Grégoire de Tours est le premier auteur à mentionner d'ailleurs dans les textes. Et c'est de cette fusion de populations celto-romaines de l'île de Bretagne et de celle d'Armorique que va naître la culture originale bretonne que nous connaissons. Eh oui, je te vois venir. Petite Bretagne, petit remplacement. Et puis quoi encore? Ça serait eux qui ont inventé les crêpes et le chouchen? Non, ça va vraiment trop loin ce balado, Xavier. Que s'est-il passé en Armorique donc durant cette migration, en parallèle de l'ascension des Mérovingiens? Ça, c'est difficile à dire, vu que les textes sont quasiment inexistants. La théorie, c'est que de petits chefs locaux sont apparus durant la désintégration du pouvoir central du temps de l'anarchie du 5e siècle avec les raids barbares sur les côtes. Et les chefs se sont transformés peu à peu en chefs régionaux à partir du 6e siècle, alors que la société se redressait et se recomposait avec l'arrivée des migrants. Des dirigeants de micro-États donc, qu'on va finir par désigner sous les titres de commesses par les chroniqueurs. Alors, pas des commesses comme dans le Regnum, travaillant pour le roi, même si le vocable est le même. Non, là on parle bien de petits princes locaux, gardant une grosse dose d'indépendance vis-à-vis du Regnum et restant bien retranchés dans leur péninsule. Alors, est-ce que nos hommes ont dû payer un tribut pour que les Mérovingiens leur fichent la paix, notamment après la conquête du royaume de Syagrius par Clovis en 486 ? Possible, ça serait assez raccord avec leur mode opératoire. En tout cas, les rois francs ont préféré ne pas trop s'aventurer en Armorique une fois la conquête de Clovis terminée.
restant prudemment sur leur propre rive de la Vilaine et se contentant apparemment d'une soumission de pure forme. Ce qui explique pourquoi Cram décide de fuir en 560 auprès de l'un de ses hommes, un certain Conomore, qui régnait apparemment autour de Vannes. Conomore, dont l'histoire semble être entourée de légendes, est donc un chef local, voisin du Regnum, et qui a dû être en bon terme avec Childebert le Brouillon durant leurs années de cohabitation. Est-ce que Cram a rencontré ce chef militaire et s'en est fait un allié lors de son propre pacte avec Childebert à la fin des années 50 ? Rien n'est dit, mais c'est probable pour expliquer cet asile surprise que lui donne le chef breton. Donc Conomore et Schramm ont dû se dire qu'ils avaient des intérêts communs, à mon avis. Alors pour Schramm, c'est facile. Le Breton est le seul dirigeant dans un rayon de 1000 lieues qui n'est pas directement sous le pouvoir de son père. Et pour Conomore, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il a commencé à prendre la grosse tête et s'est dire qu'avec un prince franc dans son camp, il pouvait faire de grandes choses? Ou a-t-il recueilli Schramm pour des raisons défensives, avec un Clotacar manifestant une nouvelle ambition? Impossible de savoir. Mais toujours est-il que notre homme apparaît à ce moment-là dans les chroniques en accueillant, à ses risques et périls, l'ennemi public numéro 1 de l'année 560. Oui, et cette fois, Clotacar ne plaisante plus. Irrité de colère, pour citer Grégoire, même si il est plus que probable que le mal soit plus profond qu'une simple dispute entre les deux hommes. Une rébellion, c'est pardonnable, mais cette deuxième trahison est pire que tout. Enfantée alors que Cram était sous bonne garde à la cour du roi, ça ne peut pas passer. Pour un roi qui vient de consolider un royaume géant en moins de 5 ans, qui a dû gérer une guerre très difficile contre les Saxons et les Thuringiens, il est impensable de laisser un tel crime impuni, sans ruiner son autorité et son crédit auprès des grands du Regnum. Être vu comme un homme infâme, un mécréant, un profiteur, passe encore pour Clotacar. Mais un faible, ça, non. Pour le roi, Cram doit payer sa trahison. Et il est clair que ses 4 demi-frères sont 100% alignés avec ce plan. D'autant qu'il semble que le prince ne fasse pas que se cacher dans sa province lointaine. Il recommence, avec l'aide de son beau-père, l'ancien dux d'Aquitaine, à remettre le bazar à l'ouest, relançant pillage et destruction pour soutenir et financer son armée, qui semble aussi large que celle de son nouvel allié breton. Cette fois, Clotacar décide qu'il faut vraiment en finir et affronter la menace directement. Et c'est donc à la tête d'une énorme force militaire que le vieux roi du Regnum part à l'été 560 plein ouest pour affronter les 2 renégats qui ont décidé de l'attendre aux portes de Vannes. En clair, le comès breton et son compère le prince Cram sont restés en Armorique pour laisser Clotacar venir, histoire de jouer à domicile vu la taille de l'armée franque mobilisée pour les terrasser. Rebelle, mais pas fou. Ça sent la stratégie précédente des années 556 remise au goût du jour. Ils ne veulent pas aller s'attaquer directement au Regnum, ils préfèrent attendre l'armée franque sur une terre hostile, pour être en meilleure position défensive et négocier avec des cartes en main. Oui, mais Clotacar, lui, ne veut pas de négociation. Il ne veut pas de réconciliation. Il est venu pour en découdre, pas pour discuter. La bataille qui se prépare, été 560, est donc un quitte ou double pour Cram. Il ne peut pas y avoir de nouvelles demandes de pardon s'il échoue. Pas de plan B pour s'arranger avec son père. D'ailleurs, il s'est préparé au scénario catastrophe si la bataille devait mal tourner. Preuve que le prince devait bien comprendre l'enjeu. En cas de désastre, il a prévu de sauter sur un des bateaux qu'il a fait préparer sur la côte bretonne pour que lui et sa famille puissent fuir à toute vitesse loin de la région. Lorsque Clotacar arrive devant Vannes avec son armée, au bout de quelques semaines de marche en provenance de l'Est, la chronique ne fait même pas mention de pourparlers et autres négociations habituelles qu'on trouve généralement dans ce genre de situation. Non, aucun émissaire, aucune tractation. Les 2 princes sortent leur armée sur le pré pour affronter les Francs en sachant que seules les armes peuvent les départager de leurs ennemis. Et la bataille est difficilement prévisible pour le coup. Les Francs ont probablement l'avantage numérique et l'expérience, surtout si ce sont des troupes venant du front saxon. Mais Conomore et Cram, par contre, sont sur leur terrain et ont eu le temps de se préparer. Un relatif équilibre des forces donc, qui explique peut-être pourquoi, après la première journée de bataille acharnée, les 2 armées se séparent sur un match nul. Chacun retourne dans son camp à la nuit tombée, sans vainqueur définitif. Et tous les guerriers encore debout partent donc se reposer,
en se préparant le lendemain à tenter de vaincre les armes à la main. Mais lorsque la nuit tombe sur la lande, retournement de situation. Conomore propose à Cram de le laisser mener une attaque nocturne et de détruire l'armée de Clotacar à la faveur de l'obscurité avec sa seule armée armoricaine, sous prétexte, et je cite à nouveau, qu'il ne serait pas permis à Cram d'attaquer son propre père. Un argument que rapporte le chroniqueur et qui ne fait absolument aucun sens en fait, vu que ça fait déjà 5 ans que Cram ne fait qu'attaquer son propre père. Mais sans doute Grégoire nous en rajoute une couche sur l'impiété du fils qui n'honore pas son père et qui verbalise ainsi, via ce discours du prince breton, sa propre condamnation morale. Ouais. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on combat rarement la nuit. C'est le meilleur moyen de voir sa troupe partir en panique ou de se taper dessus. La seule explication plausible à cette histoire, c'est que Conomore et ses guerriers savent qu'ils n'ont pas l'avantage numérique, mais que eux connaissent parfaitement la région. Les Bretons imaginent peut-être que seuls, ils pourraient opérer en mode ninja pour battre Clotacar grâce à l'obscurité. Ce qui est une forme de guérilla, soit la tactique du faible qui peut seulement gagner en luttant de manière asymétrique et non pas en bataille rangée. C'est l'explication la plus probable derrière ce plan, s'il a vraiment existé. Mais quoi qu'il en soit, Conomore va devoir renoncer face au refus ferme de Cram. Aveuglé par la puissance divine selon Grégoire, ou peut-être, plus simplement, pas très chaud pour laisser la victoire au seul Conomore, car ce serait non seulement priver ses propres hommes du butin, mais aussi ne pas gagner le crédit nécessaire pour établir fermement son rôle de roi du Regnum qu'il ambitionne. Une différence de stratégie qui reflète probablement la véritable division de l'armée rebelle. D'un côté, l'allié breton, intéressé par un coup tactique qui peut lui assurer une position de force pour négocier une nouvelle fois un accord avec les Francs et des richesses immédiates. Et d'un autre, un prince franc qui ne doit viser que le triomphe absolu pour renverser la situation et devenir un prétendant sérieux pour un trône du Regnum. Soit 2 objectifs totalement différents et qui rend la tactique du roi des Bretons assez peu profitable sur le long terme à Cram. Il n'y aura donc pas d'attaque nocturne, ni de négociation. Les 2 armées retournent le lendemain sur le champ de bataille et se jettent une nouvelle fois l'une sur l'autre, galvanisées par leurs chefs respectifs et tentant de casser le moral de l'ennemi pour le pousser à la fuite. Et à ce bras de fer, ce sont les Bretons qui vont céder les premiers. Et dès que le combat se met à dérailler et que l'armée professionnelle des Francs commence à prendre le dessus, Conomore tente de prendre à la fuite. Mais c'est peine perdue. Il est rattrapé dans la débandade naissante de son armée et est exécuté sur le champ de bataille. Devant la déroute de son allié, Cram lui aussi décroche et tente de s'enfuir. Il fonce avec seulement quelques fidèles récupérer sa femme et ses enfants au camp fortifié avant de filer vers la berge où l'attendent ses bateaux de secours. Un beau geste de la part du prince que de penser à la sécurité de sa famille, mais qui va lui coûter un peu plus cher que prévu. Car les troupes de Clotacar se mettent à écraser l'armée ennemie, privée tout à coup de ses 2 chefs, et qui s'écroule d'un seul coup. Les troupes franques s'emparent donc de tout le champ de bataille en moins de 2 et peuvent assez logiquement capturer Schramm vivant et sa famille juste avant qu'il n'arrive à monter à bord. Et les hommes du roi font donc un prisonnier de marque, mais qui ne fait l'affaire de personne. En tout cas, vivant. Tout le monde le sait, et Clotacar le premier. Un pardon n'est pas envisageable, après l'humiliation qu'a été pour lui sa trahison, le faisant passer pour un faible et un imbécile. Et que pour lui, comme pour ses 4 garçons, Cram est devenu un boulet politique maintenant. Sans même accepter de le revoir, Clotacar prend la seule décision logique à propos de son fils. Il donne l'ordre d'enfermer le prince et toute sa famille dans la cabane d'un forestier du coin. Et ses sbires, sans doute du fait de son statut princier, lui font l'honneur de ne pas le massacrer à coups de couteau ou à la hache. Mais il l'étrangle avec un tissu sous les yeux de sa femme et de ses enfants. Puis, il referme la porte de la bâtisse avec le corps de Cram, entouré de sa famille à l'intérieur, et met le feu pour éliminer tout le clan dans le brasier et s'éviter tout risque ultérieur de fade. Toujours sympa ce Clotacar, qui fait juste immoler par le feu sa belle-fille et surtout ses petits-enfants, après l'exécution de son fils. Et puis, nouveauté, je ne savais pas que Greg était fétichiste en plus de MeToo. C'est quoi cette espèce de fascination pour l'étranglement avec un tissu? Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça, non? C'était peut-être un rituel d'origine germanique pour une mise à mort?
ou juste le truc un peu sadique qu'aimait bien raconter Grégoire. Mais bon, tout ça finit très mal. Schramm a perdu, dommage pour lui, et surtout dommage pour sa famille. J'imagine que pour le pouvoir mérovingien, il fallait une punition spectaculaire pour bien envoyer le message que non, il y avait des trucs qu'on ne pouvait pas laisser passer. La fin de Cram marque le dernier épisode important de la vie de Clotacar, que nous rapportent les chroniques. Une fin spectaculaire, bizarre et un peu troublante, comme si le roi voulait littéralement faire disparaître toute trace de son enfant maudit et de sa lignée, en les réduisant littéralement en cendres. Alors, le côté positif, c'est en effet que Clotacar complète ainsi l'unification du regnum, comme l'avait fait son père Clovis 50 ans plus tôt. Un seul roi pour un seul regnum, de la mer du Nord à la Méditerranée, de la Thuringe à l'Aquitaine. En se débarrassant de son fils par cette exécution brutale, le Futé met donc un terme à une tourmente qui risquait de l'emporter l'unité du regnum francorum qu'il avait mis toute sa vie à bâtir. Mais le roi des Francs ne va pas en profiter longtemps. D'abord parce qu'il est rongé par le remords à en croire la chronique, et qu'il doit aller demander pardon dans tous les lieux saints du regnum. Ce qui, d'accord, semble un peu fumeux connaissant le personnage, mais bon, pourquoi pas? Oui, enfin, ce qui serait surprenant pour un brave gars comme lui. Ou alors, l'horreur de son crime contre son propre enfant l'oblige à faire une tournée pareille pour redorer son blason de roi très chrétien. Allez savoir. Mais surtout, parce qu'une année jour pour jour après l'exécution de Cram, Clotacar le Futé, dernier fils de Clovis, attrape froid tout bêtement en rentrant d'une partie de chasse de la forêt de Compiègne. Une affliction banale, mais pour un homme de bientôt 60 ans, sans accès à la moindre médecine moderne, c'est malheureusement plus compliqué que ça. Et c'est apparemment suffisant pour régler le compte d'un si grand roi en l'espace de quelques jours, comme le Futé s'en étonnera lui-même sur son lit de mort. Dévoré par la fièvre donc, mais pas par la modestie. Clotacar disparaît ainsi en 561 dans sa villa, probablement située sous le château moderne de Compiègne. Un règne hors norme, sous tous les points de vue, d'une durée de 50 ans. Parti du royaume le plus petit au partage de l'héritage de Clovis, le plus jeune et le moins riche des 4 héritiers, Clotacar a patiemment tissé sa toile. Futé, très futé même, se mariant utilement, passant des alliances utilement, engageant utilement les bonnes campagnes militaires, assassinant aussi utilement s'il le faut. C'est simple, la vie de Clotacar se résume à faire le choix du pragmatisme à chaque instant, attendant patiemment toutes les bonnes occasions, militaires, diplomatiques ou relationnelles, pour tirer son épingle du jeu. Et ne pas perdre la moindre seconde avec tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à de la distraction, que ce soit construire des liens familiaux sains avec ses enfants, respecter le chagrin ou le dégoût de ses épouses, ou participer à des conciles d'église dont il s'est fichu toute sa vie, à égalité avec l'opinion des évêques sur sa vie sentimentale. Clotacar meurt et laisse ses 4 garçons survivants se partager son royaume en 561. Maintenant, les vrais problèmes vont pouvoir commencer. Sacré Clotacar. Peut-être pas le monarque le plus sympathique du siècle. Mais quelle carrière pour cet artiste qui a réussi l'exploit de réunifier un royaume mérovingien 2 fois plus grand que celui de son père? Je dis chapeau pour le projet politique. Par contre, côté famille, c'est un peu moins convaincant. Même en mettant le cas Schramm de côté. Parce que ce que les 4 garçons de Clotacar ont retenu de leur père et de son triomphe, c'est que personne ne fait de cadeaux à ses frères chez les Mérovingiens, et qu'il vaut mieux frapper avant de se faire frapper. Et mieux encore, c'est que la leçon de l'histoire personnelle de papa, c'est qu'un parent de moins, c'est une plus grosse part de cadeaux pour ceux qui restent. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Retrouvez les cartes et la bibliographie dans les notes de l'épisode et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Rendez-vous au prochain épisode.